On est donc en présence de Bruno Bouliane, réalisateur, documentariste, qui a réalisé près d'une vingtaine de films, dont certains ont porté sur des artistes visuels et le monde de l'art. Aujourd'hui, on est heureux de pouvoir discuter du film L'Homme de l'île, qui porte sur Gilles Gagné, qui a été le guide de chasse de Riopelle et qui est aujourd'hui le guide de chasse du peintre Marc Séguin. On est devant une œuvre de Riopelle qui s'intitule Point de rencontre, qui sert d'introduction à l'exposition Riopelle à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones. C'est une œuvre qui a été réalisée par l'artiste en 1963. Il s'agit d'une commande qui a été réalisée pour l'aéroport de Toronto. Et le territoire est vraiment au cœur de du titre de l'œuvre, qui est Point de rencontre, qui en iroquoien veut dire Toronto, parce qu'à l'époque, c'était vraiment un lieu de passage très, très fréquenté par les différentes communautés autochtones. Bonjour Bruno Bouliane. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous. C'est vraiment un plaisir pour moi de m'entretenir avec vous autour de ce magnifique film qui est L'Homme de l'île. Merci pour votre invitation. Donc, L'Homme de l'île est un film qui nous fait découvrir Gilles Gagné, qui était le guide de chasse de Riopelle jadis, et qui est aujourd'hui le guide de chasse de Marc Séguin, à l'île aux Oies, oui, qui est dans l'archipel de l'île aux Grues, tout en face de Montmagny. Donc, dans votre film, on découvre évidemment un coin de pays magnifique avec les paysages que vous nous montrez, mais on découvre aussi un homme qui est humble, un homme qui est aussi touchant dans ses propos lorsqu'il nous parle de Riopelle, un homme qui présente souvent des propos simples, mais d'une profondeur très intéressante. Également, de votre film, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on sent que leur complicité, que leur grande amitié est à l'origine d'une œuvre qui est Rosa Luxembourg, parce que Gilles Gagné a joué un rôle tout à fait majeur. Donc, on sent bien que le territoire de Gagné, qui est celui de l'île aux Oies, a joué un rôle exceptionnel dans le parcours de Riopelle. Gilles Gagné, néanmoins, c'est un personnage assez discret dans la biographie de Riopelle, qui compte quand même plusieurs personnages assez exubérants. J'aimerais savoir, dans un premier temps, de quelle façon vous avez fait sa rencontre et pour quelle raison vous avez choisi de vous y intéresser? Bien, ma rencontre avec Gilles Gagné, c'est d'abord une rencontre avec l'île, avec le lieu. J'étais en train de préparer, donc en 2008, je préparais un autre film documentaire qui s'est appelé Bullseye, un peintre à l'affût, donc portrait du peintre chasseur Marc Séguin. Donc, j'étais en repérage à l'île aux Grues avec Marc. J'avais mon appareil photo avec moi. J'allais passer quelques jours là-bas. C'est la première fois que je mettais les pieds à l'île aux Grues. Et on était dans des caches de chasse. On attendait les oies blanches au printemps. Et Marc était dans une cache avec Gilles Gagné. Et j'étais dans une cache avec un autre chasseur. Et on attendait. Dans la chasse, évidemment, il y a beaucoup d'attentes. On attend. On a le temps de méditer, de voir les beautés du paysage. Et tout à coup, le chasseur avec moi me pointe une maison qu'on voit à l'horizon. Il me dit, tu sais, il dit ça, on appelle ici à l'île, on appelle ça la mairie. Et c'est l'endroit où Jean-Paul Riopelle a créé l'hommage à Rosa Luxembourg. Je fais, intéressant. Je connaissais l'œuvre un petit peu. Mais évidemment, pas toutes les histoires derrière l'œuvre. Et il me rajoute, il dit, t'en parleras à Gilles, parce qu'il était présent au moment de la création, puis il y a plein d'histoires intéressantes à raconter autour de ça. Donc, ça m'a titillé, évidemment, tout de suite, la curiosité. Et le soir même, on a eu la chance d'être invité chez Gilles et Gina, sa conjointe, à partager un repas d'oie, magnifiquement cuisiné, d'ailleurs. Et la soirée a commencé, et puis on discutait de choses et d'autres. La chasse, Riopelle, parce qu'il y a des œuvres, il y avait quand même quelques œuvres de M. Riopelle, comme l'appelle Gilles, dans sa maison. Et au hasard, à la fin de la discussion, probablement qu'on ne se connaissait pas encore beaucoup, Gilles était plutôt réservé avec moi, mais bon, le bon vin aidant et la bonne compagnie, j'imagine, il était quand même en compagnie de deux amis qu'il connaissait très bien. Tout à coup, j'ai posé la question, j'ai osé lui poser la question. Il paraît que vous étiez là au moment de Rosa Luxembourg, et puis... Et il m'a dit une chose qui était... En fait, il m'a dit deux choses qui ont été l'élément déclencheur de cette idée de film-là. Il me dit, tu sais, on est en 2008, ça fait 6 ans que Riopelle est décédé. Il me dit, d'abord, il disait toujours M. Riopelle, il dit encore M. Riopelle, donc juste ça, je trouvais ça étonnant. Il dit, tu sais, moi, une fois ou deux par année, c'est plus fort que moi, même s'il est mort aujourd'hui, je prends ma camionnette, je prends le traversier, je m'en vais à Québec, puis je m'en vais passer quelques heures devant l'œuvre à Québec, devant l'hommage à Rosa Luxembourg, au Musée national des beaux-arts à Québec. Alors, je trouvais ça... Et il me dit, j'ai l'impression de la connaître comme le fond de ma poche, mais je découvre toujours des choses nouvelles. Alors ça m'a beaucoup touché.
Et plus tard dans la conversation, il me dit, tu sais, M. Riopelle, il nous a appris à regarder les beautés de notre pays. Il dit, moi, un coucher de soleil, je ne voyais pas ça de la même façon avant de connaître M. Riopelle, puis de le fréquenter, puis de chasser avec lui. Donc, ces deux éléments-là, j'ai dit, quelqu'un qui n'a pas une formation en histoire de l'art, qui n'a pas une formation universitaire, qui est guide de chasse depuis l'âge de 14-15 ans, mais qui est quelqu'un ancré dans son territoire complètement, qui a ce rapport-là aux arts visuels, j'ai dit, il y a quelque chose à creuser, il y a une histoire extraordinaire à partager. Donc, je ne suis pas parti tout de suite sur cette piste-là, j'avais un autre film à faire, mais bon, quelques années plus tard, quand je suis retourné à Lille, rencontrer Gilles et Gina pour leur proposer de partir à l'aventure, pour faire un film avec eux, ils n'ont pas hésité longtemps. Je pense qu'ils étaient contents de se replonger dans les souvenirs et dans l'œuvre de Jean-Paul Riopelle. Lorsque vous arrivez à Lille pour le tournage de ce film, avez-vous déjà en tête une idée de ce que vous voulez tourner, un certain scénario, ou est-ce que vous arrivez en position d'observateur, donc à l'affût des conversations, des événements, j'ai envie même de dire des mouvements de la nature qui sont si importants dans votre film? Bien, j'ai la chance depuis quelques années J'ai commencé à enseigner la réalisation en cinéma documentaire. J'enseignais pas quand j'ai fait ce film-là, mais une chose que je dis souvent aux étudiantes, aux étudiants à qui j'enseigne, c'est la meilleure façon de répondre aux belles surprises, à la spontanéité, à l'imprévu en tournage documentaire, c'est d'être le mieux préparé possible. La meilleure façon d'improviser, c'est d'être le mieux préparé possible. Donc, quand j'ai tourné le film, quand on a tourné le film, d'abord, c'est un travail d'équipe. Il y a un caméraman avec moi, un preneur de son, une preneur de son. Il y a un travail de recherche qui s'est fait en amont pour, développer une confiance. Le lien de confiance avec les gens est fondamental. Dans le cas de Gilles, j'avais eu la chance de tourner quelques séquences avec lui dans le cadre du film sur Marc Séguin, Bullseye. Donc, Gilles nous connaissait, j'ai travaillé avec la même équipe de tournage ou à peu près. Donc, Gilles s'était vu à l'image, comment il avait été à l'écran, donc il était à l'aise. Donc, il y avait déjà ce lien de confiance-là qui était établi, qui est très important, donc confiance mutuelle. Et ensuite, j'ai quand même fréquenté l'île sur à peu près toutes les saisons, parce que, excusez le mauvais terme, mais j'aime l'inventer, que j'intuitionnais que le rôle des saisons allait être important à l'île, parce que la lumière est toujours changeante, la pluie, le vent, la neige, l'hiver, le soleil. C'est comme tous les lieux naturels, mais encore plus au milieu du fleuve. Donc, c'est très influencé par la météo et par les lumières constamment changeantes. C'est une des choses qui a d'ailleurs marqué, je pense, Jean-Paul Riopelle. C'est pas pour rien qu'il a décidé de créer des œuvres à partir de ces lieux-là. Donc, je voulais tourner sur les 4 saisons. Donc, j'avais identifié des moments importants dans une année. La chasse à l'oie, le printemps, la chasse à l'oie, l'automne, les rituels qui y sont associés. Des moments aussi qu'on voit dans le film, la mi-carême, qui est une tradition propre à l'île aux grues, à laquelle Gilles participe, et ses amis et copains. Donc, j'ai identifié une série de moments qui se passaient à différents moments de l'année. Et ensuite, on disait, voici ce qu'on veut tourner, ce qu'on souhaite tourner dans nos désirs. Et ensuite, quand ça se passe, on doit être à l'affût de ce qui se passe et des belles surprises qui peuvent émerger pour les capter au bon moment. Il y a un moment qui m'apparaissait aussi fondamental dans le film, dans ma préparation de tournage. J'appréhendais que ça allait être le moment charnière du film, et je pense que c'est ce qui s'est avéré. C'est quand Gilles m'a raconté donc à chaque année, il allait visiter et passer d'un moment devant l'hommage à Rosa Luxembourg au Musée national des beaux-arts à Québec. Je savais que ça allait être une séquence importante. Donc, on a filmé Gilles qui part de son île. D'ailleurs, j'en ai fait en sorte que dans la structure, le seul moment où il quitte son île, Gilles, c'est un insulaire, dans le vrai sens du terme. Il ne quitte pas beaucoup l'île. C'est quelqu'un qui est ancré dans la modernité via Internet et compagnie, mais il tient à son île, à son milieu de vie assez particulier, branché sur les éléments, sur la nature. Donc, c'est pas quelqu'un qui quitte souvent l'île. Donc, dans le film, on le voit quitter une seule fois. Il prend le petit avion. Il a l'air d'avoir un peu peur, d'ailleurs, dans le petit avion Cessna qu'il prend. Pourtant, ça dure 8 minutes, le vol, ou à peine. Il prend son véhicule, il s'en va ensuite à Québec. Et il rentre au Musée national des beaux-arts. Et il vient chercher un billet. D'ailleurs, il dit, je lui ai rien dit, hein, quand il achète son billet, il dit « un billet pour M. Riopelle ». C'est extraordinaire, juste ça. Il s'en va passer du temps avec l'œuvre. Et on l'a filmé longtemps en silence, en train de regarder l'œuvre. Et tout à coup, je me suis mis à le questionner. Et là, vraiment, on a eu des perles extraordinaires, des éléments qu'il m'avait dit en recherche, mais d'autres, c'était la première fois qu'il s'exprimait là-dessus. Il y a un panneau, entre autres, un des éléments de l'œuvre où Riopelle lui avait dit
en cours de création, ben, tu vois là, la main qu'on voit là qui tient un aviron, ben, c'est toi. Parce que Gilles était canotier, faisait des courses de canot à glace pendant 30 ans, comme capitaine pendant 20 ans. Donc, il l'a identifié dans l'œuvre comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui le touchait beaucoup. Puis évidemment, on pourrait en parler plus en détail, là, mais tout le détail des oiseaux là-dedans, la façon dont Gilles a participé à l'œuvre. Donc, quand on a tourné ça, ça faisait... Là, il avait passé un peu, il avait outrepassé un peu cette tradition de visite annuelle au musée. Ça faisait 1 an ou 2 qu'il n'était pas allé. Donc, là, il était encore plus ému de retrouver l'œuvre. Ça a donné des moments extraordinaires. Donc, on a été, je pense, capable de les capter au bon moment. Donc, c'est un mélange. Donc, on se prépare et on reste à l'affût de ce qui va se passer. Même chose pour la mi-carême, où... moi, je voulais filmer la mi-carême, mais je ne savais pas qu'ils allaient être habillés en Pierrot, la façon dont ils sont habillés, comment ça se passe dans les maisons quand ils passent, l'aspect festif et tout ça. Donc, c'est un mélange de... On est surpris, puis on se prépare, puis en même temps, on espère que les belles surprises vont émaner et arriver. Et la plupart du temps, ça arrive. Il faut être patient des fois. Mm-hmm. J'aimerais qu'on revienne un peu sur l'amitié qui a lié Gagné et Riopelle pendant près d'une trentaine d'années, je pense. Le guide de chasse parle de Monsieur Riopelle. C'est quelque chose que j'ai trouvé assez marquant parce que lorsqu'on fréquente les proches de Riopelle, ils nous parlent tous de Jean-Paul. Lorsqu'on parle avec des amateurs de Riopelle, on parle plutôt de Riopelle. Pour Gilles Gagné, c'est Monsieur Riopelle, donc on peut y voir une certaine forme de respect, de déférence, mais à la fois une grande proximité liée à les deux hommes. Comment expliquez-vous cette relation de Gagné à Riopelle qui l'amène à l'appeler Monsieur Riopelle? J'aime bien votre question parce que ça permet de plonger dans quelque chose qui peut être assez vaste. Je vais essayer de ne pas être trop long. Gilles commence à être guide très jeune, dans l'adolescence, dans les années 60. Et quand il rencontre Riopelle, il a 23, 24 ans, donc en 74. Il a perdu son père il y a quelques années. Donc, pas tout de suite, mais je pense qu'au fil des années, Riopelle est devenu un peu un père pour Gilles, un deuxième père. Et on est aussi à l'époque, la génération où on vous voyait son père. Donc, Gilles a vous voyé son père avant qu'il meure. Donc, il y a de ça, je pense, dans un premier temps. Et aussi, c'est un domaine de chasse à l'époque. C'est des gens relativement fortunés qui vont chasser là. Il y a, toute la tradition au Québec des guides de chasse, guides de pêche, où, les guides devaient vouvoyer leurs clients. On les appelait monsieur, carrément. Donc, je pense qu'au départ, il a simplement appelé monsieur parce que c'est comme ça qu'il avait appris à le faire avec l'ensemble des clients. Et je pense qu'à force de le fréquenter, même s'il est devenu des grands amis, probablement c'est parce qu'il a perçu qu'il y avait un deuxième père devant lui qui lui faisait confiance. La confiance était mutuelle, l'amitié s'est installée. Et parce qu'il avait devant lui quelqu'un qu'il considérait comme un grand homme ou une personne inspirante, il a continué à l'appeler monsieur. Il m'a déjà confié qu'il avait essayé de l'appeler autrement, puis il n'a jamais réussi. Et même dans sa mort, quand il parle de lui, dans le film, c'est comme ça, évidemment. Il fait référence à M. Riopelle. Il est incapable de faire autrement. Donc, je pense que c'est un mélange d'humilité de sa part, mais d'un vieux fond de rapport à son client, le guide, qui... Est-ce qu'on peut y voir une question de classe sociale, peut-être à une certaine époque, en tous les cas, dans ce rapport guide et client, que les guides de chasse et pêche au Québec ont connu quand c'était des Américains qui venaient dans les clubs de chasse et pêche à l'époque au Québec. Il y avait de ça. Mais dans son cas, c'est pas ça du tout. Là. Il y avait pas un rapport de hiérarchie avec M. Riopelle. Moi-même, je l'appelle comme ça maintenant. Même. Donc, c'est ça. C'est un mélange de respect, de déférence. Mais aussi, je pense que c'est quelque chose qui, maintenant, lui rappelle de très bons souvenirs. Il y a quelque chose de nostalgique là-dedans. Souvenir de Jean-Paul Riopelle, souvenir de son père. Donc, il tient à ce M. Riopelle, maintenant, je pense. Votre film démontre très bien comment, dans le parcours commun des deux hommes, c'est mêler la chasse, la nature et l'art. D'ailleurs, on découvre comment la chasse pratiquée par Gagné a été mise au service de l'art de Riopelle. D'ailleurs, Gilles Gagné, à un certain moment dans le film, nous raconte comment Riopelle lui passait subtilement parfois certaines commandes d'animaux qu'il souhaitait
bombé, tel qu'il disait, c'est-à-dire peint à l'aérosol. On apprend même que parfois Gilles Gagné positionnait lui-même des oiseaux sur la toile qui va devenir Rosa Luxembourg. J'ai été aussi étonnée, mais aussi ravie d'une certaine façon d'entendre Gilles Gagné dire à un certain moment « quand on a fait Rosa Luxembourg ». Et on sent que c'est un travail de collaboration et Gagné a vraiment participé à la création de l'œuvre. Donc, je pense qu'il peut utiliser le « on » sans prétention. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette collaboration-là? En fait, effectivement, le fameux « on a fait l'hommage à Rosa que Gilles... Quel magnifique lapsus que Gilles dit dans le film quand j'ai entendu ça en visionnant les images et la discussion enregistrée. Le monteur et moi, on était... Vincent Guignard et moi, le monteur du film, on était enchantés, évidemment. Ça en dit beaucoup. En fait, je pense que le « on » vient du fait que... si je me fie à ce que Gilles m'a raconté, à ce que Huguette Vachon, qui était présente aussi à ce moment-là, au moment de l'hommage, nous a raconté, à un moment donné, dans la naissance de l'hommage à Rosa Luxembourg, Jean-Paul Riopelle s'est senti investi d'une mission. Quand il apprend le décès de Joan Mitchell, donc on est à l'automne 92, alors il y a toutes sortes d'événements qui probablement se mettent à bouillonner dans sa tête. Donc il va se lancer dans la création de cette œuvre-là assez rapidement et de façon très, très intense. Heureusement pour lui, pour nous, pour Gilles, ça correspond à l'époque de la chasse. Donc la chasse est ouverte, la chasse est légale, la chasse au canard, à l'oie blanche. À l'époque, il se faisait de la chasse aux faisans. On élevait les faisans dans des volières, puis on les lâchait à l'automne. Donc Gilles pouvait aller chasser des oiseaux pour M. Riopelle, comme il raconte dans le film. Mais il arrivait aussi de trouver des oiseaux morts sur le bord de la route, qui avaient accroché une ligne électrique ou je ne sais trop. Donc, alors, assez tôt dans le processus, comme Gilles devait se lever tous les matins à 3h30, 4h du matin pour quitter l'île aux Grues, il y a un 7-8 km à faire pour se rendre à l'île aux Oies, à la maison de chasse. Bien, à mi-chemin, ou à peu près à mi-chemin, il y a la maison qu'ils appelaient à l'époque la mairie, qui est occupée par Jean-Paul Riopelle. Il a improvisé un atelier dans la cuisine d'été, si je peux dire, de la maison, pour commencer à travailler. Et chaque matin, il allait le voir, il pouvait prendre un petit verre, un café, et il lui disait bon, Gilles, ramène-moi des oiseaux aujourd'hui si tu peux. Et en fin d'après-midi, Gilles repassait avec la récolte de la journée, et il repartait, il discutait, puis il revenait le lendemain. Donc, il a vu l'œuvre évoluer au fur et à mesure. Donc, les artefacts, les objets, les outils aussi qui sont représentés, on voit un siège de tracteur, on voit une hélice une hélice de ventilateur là, dans une voiture. On voit toutes sortes d'éléments, des clous de forge. Il y a des éléments que M. Riopelle avait ramassés au fil des mois et des semaines, qu'il avait emmagasinés. Il a été fasciné par tout ça. Mais il y a des éléments qui viennent de Gilles. On voit des filets qu'on voit retrouver dans d'autres œuvres de Riopelle à peu près de la même époque ou un peu antérieure à ça, c'est-à-dire des filets qui servaient à capturer des oiseaux. Il y a des biologistes qui essayaient de capturer les oies pour faire des études biologiques. Donc, Gilles avait ça pour capturer les faisans. Gilles avait ça dans ses choses et Riopelle pouvait piger là-dedans. Donc, il le nourrit en objet, il le nourrit en oiseau. Et oui, effectivement, c'est ce que Gilles me dit, il passait une espèce de commande. Bon, bien, si t'en as, viens. Ou ça y est arrivé d'avoir... il arrivait, il disait, ah, bien, j'ai d'autres choses à vous proposer, est-ce que ça vous va? Et bon, il laissait ça là, puis peut-être que ça allait servir, peut-être que ça n'allait pas servir. Puis il arrivait des fois que ça s'accumulait pendant quelques jours, puis que les bêtes séchaient dans un coin non évidé, puis ça pouvait sentir un peu des odeurs nauséabondes. Donc il faisait le ménage, puis il aidait dans l'aspect cuisine aussi de tout ça. Et oui, c'est arrivé, effectivement. Toi qui connais si bien les oiseaux, est-ce qu'il lui disait directement « je veux suggérer qu'un oie tombe » ou « tel oiseau tombe » ? Je pense qu'il lui demandait « ah, ça tombe comment, tel oiseau? » Et là, effectivement, ça est arrivé à quelques moments de l'aider ou de suggérer comment placer certains éléments des oiseaux, des ailes, des bouts d'ailes sur une toile. Donc, sa contribution a été là beaucoup. Et ensuite, bien, ça a été un assistant avec les autres gens qui étaient là quand est venu le temps de déplacer les toiles, de tout ça. Donc, il y a eu une contribution assez importante à ce niveau-là. Et bon, il voyait qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Et l'autre chose qui
que d'autres m'ont raconté, c'est qu'évidemment, comme il travaillait 4 pieds par 5-6 pieds, puis quand l'œuvre était relativement séchée sur la table, parce que c'était un grand rouleau de 25-30 mètres, quand il s'était fini, il roulait, puis là, il déroulait un morceau vierge de la toile, et là, il reprenait un autre tableau. Donc, Riopelle, il travaillait dans l'inconnu tout du long. Ça a pris quelques semaines avant de savoir, une fois accroché au mur, qu'est-ce que ça donnerait. Donc, Gilles était conscient de cette espèce de suspense qui se passait. Et je ne sais pas s'il était là, présent, quand ça a été accroché la première fois en réel et les 3 panneaux ensemble, mais il était là quand ça venait d'être fait, peut-être. Et il a trouvé que c'est un moment, lui et Gina ont trouvé que c'était un moment très intense. Riopelle était là avec ses proches et il a senti que c'était quelque chose d'extraordinaire. Il me l'a dit, j'avais l'impression, sans être un expert en art, vraiment, il dit, j'avais l'impression qu'on venait d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Et il voyait que Riopelle était dans un souffle créateur depuis quelques semaines et ça l'a vraiment marqué de pouvoir assister à ça et y participer à sa modeste façon. Donc, j'ai été touchée dans votre film par la façon dont vous entremêlez des scènes de chasse et des scènes où on voit des détails de l'œuvre Rosa Luxembourg. Vous réussissez à nous faire ressentir comment la vie, mais aussi la mort, sont à l'origine de représentations animalières chez Riopelle. Vous présentez de manière très concrète le rapport de Riopelle à la nature vers la fin de sa vie, qui est un rapport que je perçois de façon un peu dramatique, avec cette idée de la mort. Donc, par cette juxtaposition de scènes de chasse et de Rosa Luxembourg, on sent que vous avez une grande sensibilité envers l'œuvre de Riopelle. J'étais donc curieuse de savoir ce que vous connaissiez de Riopelle avant d'entamer ce projet et comment le film vous a permis d'en apprendre davantage sur l'artiste. Bien, en fait, comme j'imagine bien des gens par rapport à Riopelle, au départ, avant de commencer le film, je connaissais quelques éléments. Les éléments les plus marquants, en tout cas peut-être d'un point de vue grand public. C'est-à-dire la fameuse période des années 50 avec les mosaïques à Paris, avec les œuvres faites à la spatule, les immenses formats où Riopelle était dans un moment très foisonnant et très riche de sa jeune carrière à ce moment-là. Donc, j'avais été très frappé par ce que j'avais vu, quelques-unes de celles-là, au Musée des Beaux-Arts, du Canada à Ottawa. Donc, des grands formats comme ça. Et j'avais eu la chance, grâce à un de mes cousins qui travaillait pour la Galerie Prince à l'époque, d'être présent en 95 ou 96 quand l'hommage à Rosa Luxembourg avait été présenté pour la première fois à Montréal. Et Riopelle était là. Donc, je connaissais un peu de ces œuvres-là et, bon, les grandes œuvres magistrales de Riopelle. Et assez rapidement, bien, en me plongeant dans le travail de recherche pour faire le film, bien, j'ai découvert des œuvres que je considérais comme méconnues de ma part et peut-être du grand public. Certaines qu'on retrouve ici, la série des icebergs, ce qu'il a fait dans le Grand Nord, entre autres, qui est magnifique. La série des ficelles, ce qui a été appelé les ficelles. Ensuite, toute son œuvre de sculpture autour des hiboux, des hiboux, les animaux. J'ai trouvé ça fabuleux. Et effectivement, ce qu'on me racontait par rapport à le rapport entre Riopelle et la nature, oui, il y avait la vocation de la mort, parce que sa mort à lui approchant, et je pense qu'il le ressentait dans son corps et dans le fait que les années avançaient, que la maladie avançait. Mais il a arrêté de chasser à un moment donné. Il n'était plus capable. À cause de problèmes, il voyait moins bien, les réflexes étant plus ce qu'ils étaient. Donc, il s'est mis à admirer encore plus la nature et à être en contact étroit avec lui, donc avec la nature, être très, très, très sensible à un brin d'herbe, le vent, à l'influence du vent sur le paysage. Donc, je pense que ça transparaissait dans son œuvre. Et même en cours de tournage, j'ai eu la chance d'aller voir à Rimouski, un musée, un été, avait fait une exposition sur la jeunesse de Riopelle, quand à quelques étés, 47-48, il allait au chalet des Amis à Saint-Fabien-sur-Mer, où j'ai vu comment, même s'il est tombé très vite dans l'expressionnisme abstrait et l'abstraction, comment même ça avait été influencé par son rapport à la nature ou sur le bord du fleuve. Donc, comme si la boucle se bouclait. Il a commencé sur le bord du fleuve, entre guillemets, pour finir encore en pleine nature et exprimer d'une toute autre façon. Donc, cette découverte-là, je l'ai fait au fur et à mesure que le film se faisait. Mais c'était très important pour nous, fondamental au montage, au tournage, que le rapport organique entre l'hommage à Rosa Luxembourg et la nature de l'île aux grues et aux oies transparaissent tout au long du film. C'est fondamental pour l'histoire que je voulais raconter. Et je pense pour le lien que Riopelle a eu aux gens et aux lieux. C'est un lieu qui a été très, très important pour lui au niveau lumière, au niveau composition, au niveau rapport à la vie en général, de toute façon. Vous avez réalisé un film qui est contemplatif, qui est vraiment à l'écoute
de la nature, mais aussi de votre principal protagoniste, qui est Gilles Gagné. D'ailleurs, il y a un moment qui est particulièrement touchant dans le film où Gagné affirme, en parlant de Riopelle, que vous avez glissé un mot tout à l'heure. Je cite Gilles Gagné qui dit « Avant que je ne le connaisse, je n'avais jamais regardé un coucher de soleil de ma vie. On a appris avec lui à regarder un coucher de soleil. » Donc, Gagné nous parle de l'influence que Riopelle a eue sur sa façon de voir la nature et de percevoir son propre territoire. Je me demandais si, à sa manière, Gilles Gagné vous a montré à observer, voire indirectement à filmer ce territoire? Bien, en fait, j'ai l'impression que Gilles Gagné, avec moi, a fait probablement la même chose qu'il a fait avec Jean-Paul Riopelle. C'est-à-dire que, sans me dire directement les choses, simplement en l'observant, ne serait-ce que dans son rapport au territoire et aux éléments quand il est guide de chasse. Quand il est dans le mode de guide de chasse, bon, il y a des expressions qu'on finit par comprendre. Le noroît, le suroît, ça, c'est des directions de vent. La marée haute, la marée basse qui rentre. Bon, tel matin, telle météo. Ah, les oies vont arriver par là s'il y a des oies ce matin. Donc, j'ai compris assez rapidement, c'est quelqu'un qui disait très bien son territoire, qui avait une connaissance très, très fine des lieux, des éléments, de l'influence que ça avait sur la nature, sur les oiseaux. Donc, à sa façon, comme c'est un fin observateur, il m'a appris à observer encore plus. Quand on fait du cinéma, du documentaire, on devient, par la force des choses, assez observateur. Mais je pense qu'il m'a appris à regarder des choses que certains éléments auxquels j'aurais peut-être pas porté attention. Donc, là-dessus, oui, et surtout que l'île aux grues, l'île aux oies, où se passait surtout la chasse, on est au milieu du fleuve Saint-Laurent, la lumière est toujours changeante. Et même des moments où on pourrait penser qu'il ne fait pas beau, l'expression « il ne fait pas beau parce qu'il pleut ou il grêle », bien, ça peut être visuellement très beau et très riche, et même d'un point de vue dramatique ou narratif. La nature nous parle aussi à ce moment-là. Ça n'a pas besoin d'être toujours une beauté de carte postale pour dire quelque chose. Donc, il m'a aussi appris à être attentif à ça, parce que lui, des moments de brume, de pluie, ça a une incidence sur le comportement des animaux, sur le comportement des oiseaux. Donc, c'est toujours en lien avec son métier de chasseur et son métier de guide de chasse. Ensuite, il m'a appris aussi l'influence que lui a eue, malgré lui, auprès de Riopelle, non seulement dans le rapport aux éléments, au territoire, mais même dans le rapport à la chasse comme telle. Dans le film, on voit Gilles, il y a différentes façons pour attirer les oiseaux, de faire des appelants, qu'on appelle des faux oiseaux, pour faire croire aux oies blanches, il y a demi-frères, demi-sœurs qui sont atterris là, ça veut dire qu'il doit y avoir de la nourriture, donc ils vont venir. Bon, aujourd'hui, on utilise des oies moulées en plastique, toutes sortes de subterfuges, des oies mécaniques, bon, toutes sortes de subterfuges, mais à l'époque, on n'avait pas ça. Et une façon que Gilles avait développée, d'autres personnes, c'était avec des papiers blancs, de créer en quelques pliures, savantes pliures, on dirait une espèce d'origami très, très habile, une forme d'oie. C'était des papiers biodégradables, donc ils mettaient ça dans la vase, et puis ça créait comme un vol d'oies qui vient se poser dans la vase. Et les oies pouvaient être attirées par ça, et à la marée haute, bien, ça s'était emporté par la mer. Et Gilles m'a raconté que Jean-Paul Riopelle, il était fasciné par cette forme d'art-là, et pour lui, la façon de créer des aplats, c'était sa façon préférée. D'ailleurs, dans l'hommage à Rosa Luxembourg, le dernier panneau, c'est le dernier triptyque, il se lit de droite à gauche. Et le dernier, il y en a qui ont appelé ça la marche funèbre. Certains exégètes de l'œuvre ont dit la marche funèbre. Les oies, qui sont comme des oies blanches dans des manteaux noirs, ils ont appelé ça la marche funèbre. Et la façon dont les oies sont représentées, c'est directement inspiré des oies en papier que Gilles faisait. Il y a d'autres moments dans l'œuvre où c'est comme ça. Donc, il y a ce rapport-là à l'art versus la façon de représenter le monde. Bon, évidemment, Gilles n'a pas dit à Riopelle, bon, c'est comme ça que vous voudriez faire, mais Riopelle l'a vu faire, il dit, oh, je veux faire quelque chose avec ça, éventuellement. Donc, les deux se sont nourris à ce niveau-là, et je pense que Gilles m'a nourri également. L'autre façon dont l'influence que Gilles a eue sur nous, pas juste sur moi, mais sur l'équipe de tournage, c'est par rapport à comment filmer les oies. Il y a un plan qui est encore aujourd'hui mon plan préféré dans le film. Ça dure 2 minutes 15 secondes, où on voit différents niveaux, différents plans, premier plan, deuxième plan, troisième plan, un vol d'oies au loin qui partent dans toutes sortes de directions. On l'a filmé au ralenti aussi. Et ce plan-là est résultat. On a filmé beaucoup pour arriver à ce plan-là, parce que quand les oies décollent, ça part dans toutes les directions. Mais c'est Gilles, encore en le fréquentant, en l'accompagnant à la chasse, en prenant des photos,
qui, tout à coup, en lui posant des questions, comment les oies vont se comporter, nous a donné des bonnes idées sur comment les filmer, comment les approcher, pour ne pas les faire fuir tout le temps non plus. Donc là-dessus, il a contribué, encore une fois, à sa façon, à la réussite de ces plans-là, en tous les cas. Donc, votre film nous présente Gilles Gagné, vous nous présentez également un coin de pays, un territoire, mais au-delà de ça, vous dressez également le portrait d'une communauté insulaire, de ses traditions, de ses savoir-faire. Certaines scènes ne peuvent manquer de nous faire penser à l'œuvre de Pierre Perrault. Est-ce que vous l'avez conçu comme une forme d'hommage et est-ce qu'il y a d'autres cinéastes qui ont influencé votre vision pour le film? Vous avez très bien vu l'affiliation à l'œuvre de Pierre Perrault, avec, entre autres, Pour la suite du monde, Les voitures d'eau. En plus, moi, quand j'ai mis les pieds là la première fois et quand, tout à coup, l'histoire de Gilles a émergé, j'avais un peu l'impression... on n'est pas à l'île aux Coudres, on est à l'île aux Oies, l'île aux Grues. Ça faisait un bout de temps que je n'étais pas à l'île aux Coudres, où se passent les fameux triptyques de Pierre Perrault et Michel Brault pour La suite du monde. J'avais un peu l'impression de me retrouver dans un univers propre à Pierre Perrault. En plus, ce film-là, Pour la suite du monde, a été fondamental dans mon envie de faire du cinéma documentaire. Parce que quand j'ai été mis face à ce film-là, j'ai fait comme « OK, voici ce que je veux faire, j'ai enfin compris. Ou ce qui m'appelle et il m'intéresse. » Donc, mais en même temps, je ne voulais pas faire un hommage directement à Perrault. C'était pas le but du film. Mais évidemment, à des moments comme la mi-carême qu'on voit Pour la suite du monde ou le moment de la réparation de la chaloupe dans l'atelier d'Albert Lebel avec Gilles Gagné qui est là, à l'île aux Grues, ça peut aussi faire référence, évidemment, des séquences dans Les voitures d'eau, un autre film de Pierre Perrault fait à l'île aux Coudres. Donc, mais je voulais pas faire un hommage trop évident, mais je voulais qu'il soit là. Peut-être plus par rapport à la façon d'aborder le paysage, le pays, laisser la parole aux gens, mais être aussi dans la contemplation, dans la force des éléments, dans des plans qui durent, fréquenter les lieux longuement avant de tourner, un peu ce que M. Perrault faisait. Donc, l'hommage est peut-être aussi là, dans la face, parce qu'évidemment, la cinématographie de Perrault et de d'autres cinéastes de l'époque du cinéma direct, Michel Brault, Gilles Groux et d'autres, où on est dans l'observation, dans le respect du réel et des gens qu'on filme, en leur laissant la parole, ça a influencé ma démarche au niveau de ce film-là. Puis, ensuite, c'est un beau hasard qui fait qu'il y avait de la mi-carême. Et la mi-carême, même chose, ça, je me suis posé la question, est-ce que la mi-carême devrait être dans le film? Parce que ce n'était pas le sujet principal du film. Mais, d'abord, c'est une tradition qui tend à disparaître. Il y a 2 ou 3 endroits au Québec où ça se fait encore. J'ai réalisé assez rapidement que pour Gilles, pour Gina, sa conjointe, et plein de ses amis à l'île aux Grues, c'est un événement important, c'est un moment important dans l'année. Et le Gilles Gagné de l'île aux Oies, solitaire, observateur, à la chasse, c'est un homme qui est bien dans son élément. Il est là, il y a un petit côté peut-être un peu loup solitaire. Mais quand il est à l'île aux Grues, il est différent. C'est un gars de gang, c'est un grégaire, Gilles, c'est un bon vivant. Donc, je trouvais ça intéressant de montrer cet aspect-là du personnage, tout en me permettant de montrer des traditions qui appartiennent à l'île aux Grues, que c'est pas tout le monde qui connaît, que c'est peut-être intéressant de partager. Même chose pour la fabrication du bateau ou la rénovation du bateau. Donc, je trouvais ça intéressant de montrer les deux. Il y a un moment en cours de tournage où il y a une espèce de promontoire, là, un point de vue fabriqué en bois à l'île aux Grues, qui donne à peu près en face de l'église. Et j'ai la caméra avec mon caméraman, il y a une longue focale, un téléobjectif, et je regarde sur le moniteur ce qu'on est en train de filmer. Et là, on isole le clocher de l'église. Et là, avec le fleuve en arrière-plan, et ça ressemble beaucoup au plan d'ouverture Pour la suite du monde. Il y a quelqu'un dans un clocher. Là, j'ai fait une blague. On a fait le plan, mais j'ai dit à mon caméraman, j'ai dit, François, là, c'est peut-être un petit peu trop évident comme référence, donc on ne l'a pas utilisé, mais de temps en temps, on voyait du Perrault, on se faisait des blagues avec ça, mais ça a été une source d'inspiration. Voilà. Bien, si vous y voyez un hommage, je suis très content. Pourquoi pas? Pourquoi pas?